Ma chère Françoise, tu me demandes si je suis heureuse depuis mon mariage. Oui, très. Jacques et moi, nous nous entendons très bien. Et là, je suis très malheureuse, je viens de le tromper. Sans faire exprès, et je ne sais pas si je dois le lui avouer. Je t'écris pour te demander ton avis. Je suis cruellement punie de mon inconséquence. Dois-je rire ou pleurer? Je ne sais plus. Ne crois pas que j'ai pris un amant, non, non, pas du tout. Enfin, oui, mais que pouvais-je faire? Voilà exactement ce qui s'est passé. Comme chaque vendredi matin, en sortant du bureau, Jacques est allé saluer ses parents, tandis que je rentrais préparer le déjeuner. Allait-il faire beau, allait-il pleuvoir? On ne le savait. Le soleil apparaissait, disparaissait derrière les nuages, et j'hésitais à prendre le tram lorsque mon attention fut attirée par une femme que je voyais à sa fenêtre, presque en face de moi, de l'autre côté de la rue. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais elle m'intrigua car un sourire, oh, très léger, très rapide, animait régulièrement ses traits, et je me demandais, à qui est destinée cette suite ininterrompue de sourires? Et soudain je compris. Elle souriait à tous les hommes qui passaient sous sa fenêtre, des vieux, des laids, des jolis, des grands, des hommes de toutes les sortes. À peine avait-elle attrapé leur regard qu'elle leur faisait signe, mais d'un sourire furtif, si doux, qu'il semblait s'effacer à peine ébauché, à la fois plein de pudeur et d'infamie, si discret et rusé, qu'il ne prêtait pas à mal à première vue, et signifiait tout aussi bien « quelle belle journée, n'est-ce pas ?» que « montez vite, mon chéri ». Ce délicat numéro, elle le répétait inlassablement, et en effet, après quelques minutes, je vis un homme répondre à cet appel et entrer dans l'immeuble. Je n'en croyais pas mes yeux. Je voulus en avoir le cœur net et me mis à attendre devant sa porte. Oh, ce ne fut pas long. Un quart d'heure à peine, et je vis l'homme ressortir, notre sirène ouvrir sa fenêtre et recommencer le même manège. Alors je m'en allais stupéfaite, me demandant à quelle sorte de comédie ai-je été la spectatrice. Dans le fond de mon âme, à mon indignation, se mêlait du respect et de la curiosité. J'étais fort préoccupée de ce que je venais de voir, et plus j'y songeais, moins je pouvais m'en empêcher d'admirer cette femme pour l'adresse dont elle faisait preuve, en même temps que la façon gracieuse dont elle exerçait cet ignoble métier.
brusquement, il me vint une idée folle, tellement absurde qu'elle m'épouvanta d'abord. L'idée de faire la même chose, et de jeter au premier homme venu, moi aussi, un sourire, un seul, et de voir ce qu'il en résulterait. Crois ce que tu veux, accuse-moi de coquetterie, mais j'étais tout à coup incroyablement anxieuse de voir si j'obtiendrais du succès. Impossible de chasser cette idée de ma tête. Elle revenait chaque fois plus menaçante. Il fallait absolument que je la mette à exécution. Mon cœur battait. J'avais honte, je l'avoue. Mais je me pardonnais d'avance ma témérité en songeant à ce que disait Jacques. Les femmes croient innocent tout ce qu'elles osent. Je ne faisais attention à rien. J'étais perdue dans mes pensées. Elles naissaient les unes des autres et couraient dans mon âme comme le nuage emporté par le vent sur un fond grisâtre où allait le soleil. Je m'aperçus que toutes ces réflexions m'avaient entraînée jusque dans l'île Rousseau. Je ne sais comment, et non loin de moi, par hasard, tu vois que le diable était avec moi, je vis un homme en train de lire le journal. Il n'avait pas l'air trop mal. Peu importe d'ailleurs, le plus important était de vaincre ma lâcheté. Oui, me dis-je, le destin d'une coquette est fort cruel. Le monde la condamne à une liberté que la vertu réprouve. Se dévergonder demande un courage que notre époque s'est trop excusé au nom de la pudeur, de l'étourderie, de l'amour, mais jamais de la sagesse. Agir par coquetterie, c'est, je crois, accepter le danger d'être prise au dépourvu. Sûr de moi, cette aventure offrirait peu d'intérêt, et dissimuler n'étant pas mon arme favorite, en moi, l'attrait de ce geste inconsidéré, la peur de le connaître, mon inexpérience des hommes, le désir de mettre mon honnêteté à l'épreuve, tout concourait à doter cette scène d'un aspect frivole, mais inexorable. Je me demandais quel genre de sourire adopter. Célimène, Iphigénie. Je m'étais assise à côté de lui. J'hésitais, je tremblais. Et enfin, bravement, je sautai le pas. Je lui ai souri. Oh, très vite, très timidement. Eh bien, cela a marché du premier coup. Mon inconnu s'est approché en offrant ses services. Alors je me suis affolée. Je lui ai dit que c'était une erreur, qu'il s'agissait d'un pari avec moi-même. Et je me suis enfuie. Il m'a poursuivi. Il n'a voulu rien entendre. Il avait l'air de s'amuser beaucoup alors que j'étais folle de terreur. Prise de panique, je courus pour lui échapper, mais il me suivit en auto. Ma seule chance était d'arriver avant lui à la maison. Peine perdue, il entra derrière moi et fit mine de m'embrasser. J'éclatai en sanglots. Je lui ai supplié de partir. Maman rentrait d'une minute à l'autre, lui ai-je dit. Mais il se fâcha. Trêve de comédie, ma petite, dit-il. Par 50 francs, déshabille vite. Le seul moyen de me débarrasser tout de suite de cet imbécile était de lui céder. C'est ce que je fis. Que pouvais-je faire d'autre? Me voilà cruellement punie de ma coquetterie. Je t'écris, chère Françoise, pour te convaincre de mon innocence.
Réponds-moi vite. Ton amie Agnès.